Le New York Times l'appelait la ville des calamités. Ensevelie sous les ordures, empestant les égouts, avec près de 3 millions de personnes vivant dans des bidonvilles et plusieurs dizaines voire centaines de milliers dans la rue. Dans les années 90, Calcutta c'était une ville remplie de désespoir. Les circonstances étaient réunies pour y voir apparaître un monstre. Juin 1989, en plein centre-ville, près du pont de Hora, la nuit tombe. Les gens retrouvent leur lit, mais les plus malchanceux devront se contenter du trottoir, encore une fois. Sauf que cette nuit, dormir à la belle étoile signifie la mort. Dans l'ombre, un homme s'approche. Dans ses mains, il tient quelque chose de lourd. Le lendemain, on retrouve un corps, le visage écrasé sous une énorme pierre. Il est méconnaissable, personne ne peut l'identifier. La police a autre chose à faire que de s'occuper de la mort d'un SDF, alors il tombe dans l'oubli. Sauf que pour l'homme de pierre, c'était que le début. Il recommence, encore et encore, œuvrant de nuit, toujours dans la même zone, fracassant le visage de ces gens qui tentent juste de survivre. Au total, il exécute 13 personnes en l'espace de 6 mois. On est pourtant incapable de retrouver sa trace. Son crime est presque parfait. Il choisit ses victimes au hasard, des gens pauvres, sans famille, que personne ne va pleurer. Impossible d'utiliser les empreintes, la police n'a ni les moyens ni le temps de comparer les millions d'habitants de la ville. Mais le pire, c'est que notre serial killer, ça, il le sait bien, il n'en est pas à son coup d'essai. Quelques années auparavant, à l'autre bout du pays, la ville de Bombay avait subi une série de crimes identiques. Des sans-abri exécutés de sang-froid, le visage écrasé sous une pierre ou un pavé. 12 en l'espace de 3 ans. Seul un homme échappera de justesse à l'agresseur, mais sera incapable de décrire son visage à cause de la nuit. Bizarrement, les meurtres de Bombay s'arrêtent en 88, quelques mois avant que débutent ceux de Calcutta. Il en est donc à 25 victimes. Combien de temps il a continué à faire ça? La vérité, c'est qu'il a jamais arrêté. Parce que l'homme de pierre n'est pas un tueur comme les autres. C'est pas juste un homme, c'est un mythe. Ces séries de meurtres impunis, elles ont marqué les esprits en Inde. Il y a carrément eu 2 films dessus dans les années 2010, des thrillers qui ont romancé l'histoire et participé à sa popularité. Car oui, l'homme de pierre a des fanatiques. Il a légué un cadeau empoisonné à son peuple et c'est trop tard pour faire machine arrière. En 2007, dans la région de Assam, 6 sans-abri sont tués de la même façon. À Kolhapur en 2013, 10 autres, ou récemment en 2021, 2 le même jour. C'est au moins une dizaine de crimes ou séries de crimes du même genre qui ont été commis dans les années 2000. Et encore, on pourrait compter ceux qui s'en inspirent, comme l'an dernier en 2022 où un garçon de 19 ans a écrasé la tête de 3 veilleurs de nuit en seulement 3 jours. Son mobile? Il voulait qu'on parle de lui. Oui, certains de ses copieurs ont été attrapés, mais peu importe. L'homme de pierre de Calcutta a 1000 visages et on ne retrouvera jamais l'original. Le tueur à la hache de la Nouvelle-Orléans. Ils ne m'ont jamais attrapé et ne m'attraperont jamais. Ils ne m'ont jamais vu car je suis invisible, comme les terres qui entourent votre terre. Je ne suis pas un être humain, mais un esprit et un démon de l'enfer le plus chaud. Je suis ce que vous, Orléanais, et votre stupide police appelez l'homme à la hache. Ces mots, ils viennent d'une lettre rédigée par l'un des serial killers les plus mystérieux des USA. Dedans, il affirme qu'il va tuer à nouveau, dans 6 jours, à minuit 15. Mais que dans son infinie bonté, il épargnera ses victimes s'il entend du jazz, car c'est sa musique préférée. Ce soir-là, tous les clubs de danse de la Nouvelle-Orléans étaient remplis à craquer. Non pas des dizaines, mais des centaines de groupes de jazz invités pour jouer partout en ville. Et cette fois, il n'y eut aucun mort. Cette fois seulement. Mais alors, qui pouvait bien être cet homme capable de terroriser une ville entière avec une simple lettre? Son histoire commence un soir de mai 1918. Il s'infiltre dans la maison de Joseph et Catherine Maggio, un couple d'épiciers d'origine italienne. Se saisit d'un rasoir trouvé sur place, puis les égorge dans leur sommeil avant de leur fracturer le crâne à coups de hache pour cacher la cause de la mort. Catherine avait été tellement entaillée que sa tête se détachait presque de ses épaules. Mais en plus de la violence du crime, ce qui choque, c'est la confiance du tueur. Il s'est changé directement sur place, laissant ses vêtements tachés de sang à la vue de tous, s'est contenté de jeter l'arme du crime dans un coin sans même la cacher, et surtout n'a touché à rien. L'argent et les bijoux sont encore tous là. À ce moment, la police suspecte le petit frère de la victime, qui vit dans la même maison. Normal, à part la vengeance, il n'y a pas vraiment de mobile. Il n'avait donc aucun moyen de savoir que l'affaire allait devenir surréaliste. Un mois plus tard, c'est Louis Bézumer et sa maîtresse Harriet Lowe qui sont attaqués dans leur sommeil.
Cette fois, l'arme du crime est une petite hachette qui appartient à Louis. Ils sont retrouvés inconscients, la tête fracturée, mais en vie. Même si Harriet souffre de graves lésions qui vont petit à petit lui paralyser le visage et lui faire perdre la raison. En enquêtant, la police retrouve des lettres écrites en allemand et en russe dans une malle de Louis. Immédiatement, ils pensent qu'il s'agit d'un espion qui a essayé d'assassiner la femme qui avait découvert son secret. Une version confirmée par une Harriet incapable de penser normalement, il sera emprisonné 9 mois avant d'être acquitté. Quant à sa compagne, elle meurt 2 mois après l'attaque, à la suite d'une opération. Les crimes, eux, s'enchaînent. Le 5 août, une femme enceinte de 8 mois se fait ouvrir le front avec sa propre lampe de chevet. Heureusement, elle et son bébé s'en sortent vivants. Le 10 août, c'est Joseph Romano, encore un épicier italien qui se fait défoncer le crâne avec sa propre hache. Alerté par le bruit, ses nièces entrent dans sa chambre mais ont à peine le temps de voir le coupable, habillé tout de noir, sortir par la fenêtre. Malheureusement, Joseph meurt 2 jours plus tard de ses blessures. À partir de là, c'est la panique en ville. À tout moment, un homme peut s'infiltrer dans votre maison pour venir vous massacrer pendant votre sommeil. Et ce, sans aucune raison. Il n'est pas intéressé par l'argent. Il tue par pur plaisir. La police reçoit des centaines de signalements, les gens restent éveillés la nuit, la peur est partout. Et c'est peut-être ce qui va pousser le monstre à rester dans son trou pendant 7 mois, pour ressortir en mars 1919 avec son crime le plus odieux. Cette fois, en banlieue de la ville, il s'en prend à une famille entière. Charles le père, Rosie la mère et Marie, leur fille de 2 ans. Le mode opératoire est encore le même. Une attaque à la hache sur des immigrés italiens et l'arme du crime est laissée sur place. Les parents survivent, mais pas la petite Marie. La mère va accuser ses voisins, un jeune homme et son père de 70 ans, ceux-là même qui étaient venus à leur secours en entendant les cris. Sauf que ça ne tient pas la route. L'un était trop vieux pour avoir commis le crime, l'autre trop grand pour entrer par le trou découpé par l'assassin dans la porte. Et alors même que Charles dément la version de sa femme, la police les envoie quand même en prison, refusant la théorie du serial killer. Ils vont y rester 1 an, avant que Rosie avoue avoir menti lors de son témoignage par jalousie. C'est 3 jours après cette attaque qu'il envoie sa fameuse lettre. Et en vérité, on n'a aucune preuve qu'elle est bien de lui. Après tout, n'importe qui aurait pu la faire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est elle qui le rendit célèbre. Publiée dans le plus gros journal de la ville, elle eut l'effet d'une bombe. On lui écrit même son hymne officiel, un morceau nommé The Mysterious Axeman Jazz. Après ça, il laisse la ville tranquille pendant 5 mois, avant de se remettre au travail pour sa tournée finale. En août, Steve Boca, il a réussi à s'enfuir de chez lui après l'attaque pour s'évanouir chez les voisins. Heureusement, il survit de ses blessures. En septembre, Sarah Lohman, retrouvée dans son lit le crâne fracturé et les dents en morceaux, mais vivante. Puis enfin, Mike Pepitone en octobre, père de 6 enfants, découvert par sa femme. Lui n'eut pas autant de chance que les autres. Il paraît que les murs de la chambre et le portrait de famille étaient entièrement maculés de sang. C'est la dernière victime du tueur à la hache qui disparut aussi vite qu'il était arrivé. Mort, emprisonné, satisfait de ses odieux crimes racistes, personne ne sait ce qu'il est devenu. Mais la légende, elle, est toujours là. Certains pensent qu'il est aussi responsable de crimes similaires qui auraient eu lieu en 1910, d'autres qu'il n'y aurait jamais eu d'homme à la hache, mais plutôt des règlements de compte mafieux. Mais s'il y a bien une chose qui est certaine, C'est qu'on ne saura jamais la vérité. L'étrangleur de la N20. Si vous faites la route entre Étampes et Orléans, vous pouvez passer devant ce château d'eau désaffecté. Chaque jour, des centaines de personnes le croisent sans savoir qu'il a abrité l'un des crimes les plus sordides qu'on ait vu en France. On est le 11 mars 1980 quand un homme s'arrête sur le bas-côté. Intrigué, il décide de jeter un œil à l'intérieur de l'édifice. Là, une jeune fille, blonde, entièrement nue, a été pendue à une barre métallique. Elle n'a pas été directement abusée, mais la nature du crime ne fait aucun doute. On retrouve des traces de sperme sur le corps. La mise en scène est macabre. Pour la police, c'est sûr, ils ont affaire à un détraqué. Premier problème. On est incapable d'identifier la victime. Elle n'a pas de papier et dans la région, personne ne la connaît. Alors on passe sa photo à la télé, sans succès. Finalement, c'est son dentiste qui la reconnaîtra en voyant son schéma dentaire. Elle s'appelle Michelle Coutura. Une jeune fille de 17 ans, en rupture avec sa famille, qui vivait de petits boulots ou vendait son corps pour se payer son addiction à l'héroïne. Quelques jours avant le drame, elle faisait du stop porte d'Orléans. Visiblement, elle voulait retourner chez elle, à La Rochelle. Peut-être qu'elle avait décidé de commencer une nouvelle vie, et pourtant, ça sera son dernier voyage. Du côté de la police, c'est le calme plat. Le criminel fait attention à ne laisser aucun indice et à l'époque, on n'utilise pas encore les tests ADN. On commence à penser que c'était un cas isolé quand 9 mois plus tard, le 25 décembre, une nouvelle victime est découverte à quelques kilomètres du premier crime. Elle a été étranglée, enroulée dans une bâche en plastique et traînée jusqu'ici. Elle aussi est blonde, comme la première, et entièrement nue. Sylvie Le Helloco, c'est son nom. Une jeune femme active qui vit de petits boulots à Paris et est rentrée voir sa famille pour les fêtes.
enquête en stop, comme Michel. Deux jeunes femmes, proches physiquement, qui n'habitent pas du tout dans la région, retrouvées nues à côté de la Nationale 20 après avoir été prises en stop. Il y a trop de coïncidences. Tout le monde pense la même chose, on a affaire à un tueur en série. La presse lui donne différents noms. Le tueur de blondes, l'étrangleur des temples, le sadique de la N20, peu importe, il est dangereux, il faut l'arrêter avant qu'il ne recommence. Rien n'y fait. 1 an et demi plus tard, une troisième femme est retrouvée près de l'aérodrome dans un buisson, en état de décomposition avancée à cause de la chaleur. Le schéma est le même. Blonde, nue, morte d'asphyxie. Son nom, Christine de Vauchel, 26 ans. L'affaire se complexifie. À peine quelques jours plus tard, le tueur frappe à nouveau, sur un lieu bien connu des enquêteurs, le château d'eau. Mais quelque chose cloche. La victime est habillée, elle est brune, et le tueur n'a pas été très discret. On a repéré sa voiture, quelqu'un a même retenu son numéro d'immatriculation. Et ce numéro, c'est celui du mari de la victime. Il avait une maîtresse et s'était dit qu'il pouvait faire passer son crime sur le dos du tueur. On se retrouve avec un problème courant dans ce genre d'enquête, impossible d'avoir la certitude que tous les meurtres sont commis par la même personne. La série macabre s'achève 1 an plus tard avec la découverte du corps de Pascale Lecam, une étudiante de 21 ans. Cette fois, le crime est d'une violence absolue. Elle a été tuée à coups de pierre et de tournevis. Son visage a été fracassé, comme pour l'empêcher de regarder son agresseur. Même si les autres marqueurs du criminel sont là, cheveux clairs et corps dénudé, il s'est anormalement acharné sur elle. Cette fois, la police a un petit espoir. On retrouve des traces de pneus sur la scène qui appartiennent sûrement à la voiture du coupable. Sauf qu'à partir d'ici, plus de signes du tueur, il arrête. L'enquête continue, les années passent et il y a prescription. Même si on retrouve le coupable, il pourra pas être condamné. Aujourd'hui, c'est 20 ans pour les affaires criminelles, mais à l'époque, c'était seulement 10. Alors, on détruit les scellés. Normal, les entrepôts de police sont surchargés. Dans ce genre d'affaires, c'est la procédure. Mais en 2006, une brigade spéciale s'intéresse à nouveau aux tueurs de la N20. On leur a demandé de résoudre le dossier, et eux, ils ont une piste. L'utilisation de l'ADN a progressé. Désormais, on a même le FNAEG, le fichier dans lequel on conserve les empreintes génétiques des individus condamnés. À la période où les meurtres ont été commis, Michel Fourniret, le plus sanglant des tueurs en série francophones, habite dans la région. Il se demande alors s'il ne pourrait pas être l'auteur des crimes. Malheureusement, toutes les preuves ont été détruites, sauf une. Dans un dossier, on retrouve 3 mouchoirs avec des traces de sang qui avaient été récupérés sur la scène du dernier crime, dont un sous le corps. On l'envoie au laboratoire le plus vite possible pour vérifier la thèse. Coup de chance, il y a bien de l'ADN, mais c'est pas celui de Fourniret. Il appartient à un autre homme, un certain Philippe, 46 ans, connu des services de police pour son passé de petit délinquant. On l'interroge, et là il y a de nombreuses choses bizarres. Sa voiture de l'époque a les mêmes pneus que les traces retrouvées sur la scène, il fréquentait le bar où la victime a été aperçue pour la dernière fois, et surtout, il y a son ADN. Mais lui va nier en bloc. Les mouchoirs, c'est parce que c'était un coin pour les amoureux. Le reste, c'est une coïncidence. Et vous savez quoi? Ça suffit. Parce que oui, il y a prescription. Légalement, il n'est plus coupable de quoi que ce soit. Pour changer ça, faut prouver qu'une décision de justice a été rendue dans ces 10 dernières années. Or, c'est pas le cas. Alors, on le laisse repartir chez lui, sans savoir si c'était vraiment l'étrangleur de la N20. Ça, c'est vraiment le plus difficile. N'avoir aucune certitude, aucune réponse définitive, aucun moyen de faire son deuil. Toutes nos pensées vont aux familles des victimes. Elles attendent en vain une explication depuis 40 ans qui n'arrivera probablement jamais.